Ok, merci beaucoup de nous confirmer que vous nous entendez. Donc, on va démarrer parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Désolée pour ces petits problèmes techniques au démarrage. Ça n'empêche pas que nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé donc par l'association Médiation Plurielle qui réunit les anciens auditeurs formés à la médiation au CNAM. Donc, c'est un événement que nous organisons dans le cadre de la Semaine internationale de la médiation qui est coordonnée en France par Médiation 21. Je m'appelle Natacha Waxman, je suis médiatrice. J'ai monté un collectif qui s'appelle 1/2 tiers et nous allons démarrer donc avec un petit peu de retard. On vise 18h15 pour commencer la diffusion des vidéos. Merci à tous ceux qui nous confirment que vous nous entendez et que vous nous voyez. Parfait. À mes côtés aujourd'hui, nous avons Jacques Salzer, universitaire, auteur et médiateur. Jacques a co-créé le certificat pratique de la médiation au CNAM en 1999. Catherine Garetta, médiatrice également, qui est en charge actuellement d'une des formations au CNAM en médiation. Voilà. Et Vincent Cousin, que vous voyez à côté de Jacques, et qui a rendu ce webinaire possible. Donc voilà, il vient de nous reconnecter. Donc merci à lui. Comme vous le savez, ce soir, vous allez entendre 6 récits de médiation. La question qui se pose ici, c'est comment, à partir de personnes, de groupes ou d'organisations en conflit radical, la médiation peut transformer le conflit en reconnaissance réciproque pour que les acteurs puissent s'accorder. Nous remercions vivement les médiateurs qui ont en commun d'avoir été formés au CNAM, de s'être prêtés au jeu du récit. Nous allons donc diffuser les vidéos par 2 ou par 3, puis il y aura un temps d'échange avec Jacques et Catherine. Vous avez bien compris comment le chat fonctionnait, donc vous pourrez, au fur et à mesure de la diffusion des vidéos, poser vos questions dans le chat, et je veillerai à les renvoyer à Jacques et Catherine, qui échangeront et vous répondront. Certains médiateurs qui ont témoigné dans les vidéos sont également en ligne ce soir, donc s'il y a des questions vraiment spécifiques, on pourra leur rebasculer et ils nous répondront par écrit. Et un point important, évidemment, avant de démarrer, c'est que nous avons particulièrement veillé à la confidentialité en anonymisant les situations. Parce que vous le savez, la confidentialité est très importante en médiation. Voilà, ceci étant dit, oui, vous ne voyez que moi puisqu'il n'y a que moi qui parle, mais Jacques et Catherine sont bien là. Donc vous les verrez après la diffusion des vidéos. On va démarrer tout de suite parce qu'on a pris du retard. On va démarrer avec 2 vidéos centrées sur des conflits au travail. Donc Catherine Pic-Ricard, d'abord, qui est présidente de la société Palette RH, qui exerce 4 activités, conseil RH, formation, coaching et médiation. Et elle va vous raconter un conflit interpersonnel pendant le Covid, donc très d'actualité. Puis Marie Delmont, qui est dirigeante de la société MPI Conseil, consultante en stratégie RH et médiatrice, qui témoignera d'une médiation collective entre 2 services au sein d'une même entreprise. Vincent, je te laisse lancer les 2 premières vidéos et on se retrouve pour le débat juste après. Le son ne marche pas. Le son vous l'avez ou pas? Non. Je suis médiatrice au sein de la société Palette RH. J'ai été formée en 2016 au CNAM et depuis, j'ai fait à peu près 80 médiations, qu'elles soient conventionnelles ou judiciaires. Et dans le domaine social, parce que j'ai travaillé dans le transport aérien comme DRH et que j'ai eu beaucoup de conflits entre salariés et responsables, et après dans le conseil, donc des médiations commerciales, conflits entre associés. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'opposition au départ? Alors, la directrice avait reçu un mail de sa collaboratrice avec de nombreux griefs. Je vous en cite quelques-uns. Des mails envoyés à ses collaborateurs sans qu'elle soit en copie. Ensuite, des critiques sur le travail, que ce soit en face à face ou même en réunion. Et puis, alors, nec plus ultra, le fait de l'accuser de mensonge parce que la rémunération, l'augmentation ne venait pas de son fait. Quant à la directrice, elle était, elle, complètement surprise, choquée par le mensonge parce qu'elle le vivait comme une trahison. Alors, comment j'ai fait? J'ai observé la situation et j'ai fait parler les deux personnes de manière à ce qu'elles se sentent écoutées et entendues. Et la collaboratrice, qui était très en colère au départ, avait mis son coude sur la table. Donc, quelque part, elle était presque dans mon espace. Par contre, la directrice était en arrière avec une larme à l'œil et puis toute recroquevillée. Donc, une situation vraiment difficile. Et avec les questions, au fur et à mesure, à la collaboratrice, à la directrice. Pour la collaboratrice, il s'est révélé que les mails, disait la directrice, ont été envoyés, et parce que, étant donné sa compétence, elle n'allait pas l'inonder avec des mails qui étaient sans intérêt. Ensuite, les critiques, oh, mais j'en fais à tout le monde, c'est pour que ça avance, je ne pense pas à mal. Et ensuite, voilà, donc c'était, elle apportait des explications à tous les griefs qui étaient dans la lettre. Et elle lui a quand même dit, mais tu aurais pu me le dire parce que je t'ai vu vendredi et j'ai reçu la lettre le lundi. Donc la collaboratrice, j'ai vu petit à petit que son visage changeait et que, au terme en entendant compétence, elle a commencé à sourire. Et voilà pour la collaboratrice. Et quant à la directrice, elle était contente de pouvoir dire des choses avec quelqu'un avec qui elle parlait plus. Alors, comment on s'en est sorti? Comment on s'en est sorti de cet inextricable conflit? Eh bien, en fait, après ces explications, elles sont mises d'accord pour un engagement. Et il y en a eu 5, donc, qui portaient bien sûr sur les griefs qui avaient été évoqués. Donc, le premier grief, donc, chacune a pris des engagements. Il fallait quand même que ce soit partagé. Et donc, la première, donc, plus de mails en copie à ses collaborateurs. Ensuite, plus de critiques en réunion sur le travail. En tout cas, elle s'est engagée à essayer parce qu'on juge beaucoup. Et puis, quant à la collaboratrice, elle s'est excusée d'avoir dit le mot mensonge parce qu'elle avait eu l'explication sur l'augmentation pendant la médiation. Oui, la collaboratrice qui avait ce côté introverti, on peut dire, enfin en tout cas silencieux, s'est engagée à aller la voir et dire son ressenti dès qu'elle avait une difficulté. Et la directrice s'est engagée à l'écouter. Et enfin, comme elles avaient toutes les deux des hiérarchiques, de se concerter avant d'aller les voir pour parler d'une seule voix. Qu'est-ce que j'en ai retiré, moi, médiatrice? J'en ai retiré que les mots-clés sont très importants: mensonge, expertise, compétence, qu'elle a reconnue pour sa collaboratrice. De même que la collaboratrice a reconnu que sa manager était un bon manager, même si elle avait eu, dans la forme, elle avait eu des difficultés. Et enfin, deuxième point important, les expressions du visage. Et j'étais contente d'avoir réclamé la visière parce que j'avais peur de cette médiation avec des masques. Visière qu'elles avaient acceptée. Et j'ai pu observer les 4 émotions de base, à savoir la colère au départ de la médiation de la collaboratrice, qui avait en tout cas le nez pincé et les lèvres fermées, la tristesse
de la directrice qui était toute voûtée avec une larme au coin des yeux et la bouche qui faisait un peu une moue. Et puis après, la peur, j'ai vu la peur dans la collaboratrice quand elle a vu le mal qu'elle avait fait, la souffrance de la directrice au terme de mensonge. Et pour finir, eh bien, à la fin de la médiation, quand l'accord a été signé, j'ai vu le sourire sur les deux visages. Je m'appelle Marie Delmont, je suis dirigeante de la société MPI Conseil créée en 1999. J'ai choisi de suivre la formation sur la médiation au CNAM en 2015. Depuis, j'ai eu le plaisir d'animer 19 médiations, toutes au sein de l'entreprise. Il s'agissait systématiquement d'un conflit entre deux personnes d'une même entreprise ou deux personnes de services différents, voire de deux services qui s'opposaient l'un à l'autre. J'ai choisi aujourd'hui de vous raconter la médiation entre deux services au sein d'un groupe d'édition. Je reçois un appel de la directrice des ressources humaines d'un groupe du monde de l'édition qui me fait part d'un conflit ouvert entre deux services d'une de leurs filiales depuis plusieurs années. Ces deux services s'opposent sur plusieurs éléments. Ce qui pose problème, globalement, la répartition des compétences et la reconnaissance des expertises. La demande de médiation est d'autant plus importante que des accusations de harcèlement ont été formulées récemment. Pour le service contenu éditorial, ils se sont dépossédés de ses prérogatives. Les salariés indiquent que le manager du service commercial empiète sur leur périmètre et qu'ils sont délégitimés. Pour le service commercial, c'est l'inverse. Il est devenu impossible de collaborer avec les salariés du service contenu éditorial qui donnent leur avis sur tout et qui surtout sont dans un blocage systématique par rapport à toutes les propositions du service commercial. Le dialogue est totalement rompu, la tension monte, et la personne qui cristallise toutes les tensions est le manager du service commercial. Qu'est-ce qui a permis de contribuer au succès de la médiation? 2 points au préalable. Lors des entretiens individuels, je m'aperçois vite que chacun a une volonté commune de trouver des solutions et d'aller vers une situation d'apaisement. Le deuxième point, puisque personne finalement n'a envie vraiment de remporter le morceau sur l'autre, lors du tour de table, dans le démarrage de la médiation, des malentendus sont exprimés. Et chacun s'aperçoit qu'il a pu interpréter des propos ou des attitudes de l'autre dans des situations problématiques, alors que l'intention première de la personne qui avait formulé ses propos ou ses attitudes était tout autre. Le point de bascule dans la médiation vient de la prise de conscience générale de l'ensemble des participants au fait que ce qui a généré véritablement le conflit et qui le fait perdurer est l'organisation actuelle sur laquelle ils n'ont pas la main. Du coup, ils se disent que s'ils n'ont pas la main sur l'organisation, ils ont en revanche la possibilité de se mettre d'accord sur la façon de fonctionner ensemble et de réinstaurer une communication et un fonctionnement fluide entre eux. Lors de la deuxième journée de médiation, les participants se mettent assez vite d'accord sur le fait qu'ils souhaitent rédiger un protocole de médiation. C'est un des salariés d'un des services qui jouait le rôle du Suisse, c'est-à-dire quelqu'un qui est neutre, qui prend la main et qui contribue très fortement à rédiger avec les mots de chacun ce protocole de médiation. Globalement, elle décide ce qui suit. Contribuer à clarifier ensemble les périmètres des deux services, comprendre mieux les enjeux, les outils qu'ils utilisent les uns et les autres, et surtout les difficultés et contraintes qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien pour les intégrer dans leur manière de fonctionner ensemble. Ils conviennent également de se dire très vite ce qui peut poser problème et se le dire directement plutôt que de passer par des tierces personnes et d'instaurer ainsi donc des relations de coopération par le biais de réunions interservices qu'ils vont instaurer d'eux-mêmes. Aucune médiation ne se ressemble.
chaque situation de médiation est très spécifique. Lors de cette médiation, j'ai retenu 3 choses. La première, il est important que chacun comprenne ce qui dépend de lui et n'attende pas systématiquement des résolutions de problèmes, d'éléments qui dépendent d'autres personnes. Le deuxième point, c'est la méthodologie et l'efficacité de la méthodologie du CNAM concernant notamment les entretiens individuels qui démarrent chaque médiation. Lors d'un entretien individuel, le rôle du médiateur est de bien cerner la volonté des personnes d'adhérer à cette démarche et également l'accord de la personne pour dire aux autres et non pas au médiateur ce qui lui pose problème personnellement. Le dernier point était vraiment de creuser tout ce qui a posé problème en médiation pour éviter qu'il y ait de la poussière qui reste sous le tapis et que le conflit reparte à la moindre étincelle. Voilà. Ah, pardon. Il y a un décalage. Ouais. Donc, on attend 2 minutes. Catherine, tu peux réactiver ton son en tapant sur... Voilà, ça y est. Tout le monde nous entend et nous voit. Juste un petit commentaire parce qu'il y a eu plusieurs remarques là-dessus. Le micro de Vincent ne peut pas être coupé pendant la diffusion des vidéos puisque le son sous ton contrôle, hein, Vincent, vient de ton ordinateur. Donc voilà, ils se font discrets pendant la diffusion. On espère que ça ne vous a pas trop gêné dans l'écoute de ces 2 témoignages. Merci Catherine et merci Marie. Alors, dans les questions là, qui apparaissent dans le chat, 2 questions, notamment sur l'intervention de Marie. Les résultats de la médiation, en point 4. Donc, qui énonce les résultats? Qui, si je comprends bien la question, c'est qui dit les résultats de la médiation? Et une autre question sur la médiation présentée par Marie, du fait qu'il y avait 2 services et donc plusieurs personnes, comment étaient organisées les rencontres, la prise de parole pour chaque service? Marie est dans le chat et se propose de répondre. Et peut-être que Catherine et Jacques, vous avez aussi des choses à apporter sur la méthode et sur les résultats de la médiation. Et une 3e question, c'est comment faire pour que les entreprises fassent davantage appel à la médiation avant d'en arriver à des situations de rupture? Jacques, un commentaire? Catherine? Oui. Bon, en ce qui me concerne, j'avais pensé un commentaire déjà sur les masques et les visières et le visuel en particulier. C'est plutôt le fait du présentiel, comme on dit, et du visuel. Et dans les médiateurs, ou chez les médiateurs, j'ai observé que certains disent « Ah non, 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 moi je fais pas ça derrière les écrans, il faut que les gens soient présents. » Et il y en a d'autres qui disent « Moi je fais, et je trouve des avantages au présentiel avec le corps qui est présent. » Mais il y en a d'autres qui disent aussi « Moi je trouve des avantages au visuel. » Parce que je trouve qu'il y a une concentration sur la parole et sur le contenu et que c'est moins dispersé. Je vous livre les 2 réflexions. Pendant que j'y suis sur Marie, et puis je passe la parole à Catherine, vous avez, je crois, posé une question que je me pose aussi, très pertinente, sur quand on a 2 services en médiation collective, où il peut y avoir 20 salariés d'un côté, 30 de l'autre, ou 10, peu importe le chiffre, il y a une question de qui représente qui. Et ça pose la question, premièrement, des représentants fidèles au groupe, hein, et qui vont revenir vers le groupe. Deuxièmement, est-ce que tous les salariés d'un même service sont homogènes? De la même manière, quand ce sont les habitants d'un quartier et une ville, est-ce que tous les habitants pensent pareil? On peut l'étendre même au pays. On peut l'étendre à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire qu'on peut partir du petit groupe au très grand groupe. On peut l'étendre au gouvernement. Est-ce que tous les ministres sont d'accord entre eux par rapport
au médecin. Dans ces cas-là, il faut parfois une médiation interne à chaque service pour mettre à peu près les gens d'accord dans un même service, de manière à ce que, quand ils se rencontrent, ils ne rencontrent pas des groupes qui sont eux-mêmes en contradiction. Donc, je soulignais simplement, dans les médiations collectives de groupe à groupe, l'importance parfois d'une médiation interne à chaque groupe avant de se rencontrer. Catherine. Oui, moi, deux petits commentaires sur l'expérience de Catherine. Je trouvais intéressant qu'elle parle de l'exemple de la personne qui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? On s'est vu vendredi, pourquoi on s'est vu? Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Et pourquoi finalement tu m'envoies cette lettre ?» Et on constate en fait dans l'entreprise que beaucoup de gens disent « Mais on se voit tout le temps. » Mais en fait, et donc on considère qu'on se parle, qu'on échange, alors qu'en fait, c'est vraiment la différence entre se voir et se parler. Et j'ai trouvé que c'était assez emblématique de ça. On peut se voir tout le temps sans se parler, et sans se parler en tout cas de la relation, de ce qui nous relie. Sur la question de la médiation collective, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est encore insuffisamment connu, que le fait qu'une médiation, ce n'est pas uniquement entre 2 ou 3 personnes, ça peut être aussi toucher un collectif. Mais je pense que de ce point de vue-là, il y a des enjeux en termes de méthodologie, il y a des risques par rapport aux dynamiques de groupe qui me paraît vraiment important d'avoir en tête. Et je trouve de ce point de vue-là que l'approche qui consiste justement à avoir une méthodologie très rigoureuse par rapport au choix des personnes qui seront dans la médiation, par rapport au fait d'avoir un entretien avec chaque personne et de pouvoir en fait suivre vraiment quelque chose de très rigoureux, me paraît particulièrement important pour la médiation collective qui n'a pas encore vraiment trouvé, à mon sens, toute sa place dans les organisations, alors qu'il y a pour moi un potentiel très important. Tout petit commentaire en réponse à la question « Pourquoi, comment les entreprises pourraient plus faire appel à la médiation ?» Eh bien, mon point de vue serait qu'il y ait infiniment plus de témoignages, comme celui qu'on essaye de faire en ce moment, qu'il y ait des recherches, des enquêtes faites par des tiers, par des organismes reconnus, universités ou autres, qui étudient les résultats des médiations auprès des entreprises et que l'on rende public les effets de ces médiations. Ou ça marche bien, ou parfois ça ne marche peut-être pas, et il ne faut pas faire de médiation. Mais encore faut-il faire entendre la parole des parties qui ont été en médiation et les entreprises qui ont été pour que les autres l'entendent plus que le simple discours des médiateurs. Merci Jacques, merci Catherine. Il y a 2 questions qui sont venues s'ajouter. On a encore 2 petites minutes avant de passer aux prochaines vidéos. Il y a une question que je vous renvoie sur la médiation à distance, une nouvelle forme de médiation. Jacques, tu l'as un petit peu mentionné là au début de ton intervention, mais si Catherine, tu veux partager ton avis. Et une deuxième question, là aussi sur la méthode, sur les étapes et le temps nécessaire pour aboutir. Alors, qu'est-ce que c'est aboutir en médiation? Mais en l'occurrence, voilà, la personne qui pose la question s'interroge dans les 2 cas qu'on a vus. Dans mon souvenir, ça a duré plusieurs heures. Peut-être que les médiatrices peuvent répondre sur la durée précise. J'ai un souvenir, mais j'en suis pas sûr, pour l'une des 2, qui aurait duré 5 heures en plusieurs entretiens. Moi, de mon côté, il me semble que c'est important de rappeler que la médiation, ça reste un temps court, c'est-à-dire que c'est un moment où on prend un temps en dehors je dirais, de règle normale des choses, on prend un temps pour s'expliquer, même si la réunion elle-même dure longtemps, mais à mon avis, c'est important que ça reste quand même un temps court par rapport au temps long que peut être le coaching collectif, au temps long que peut être l'accompagnement du changement. Et donc, pour moi, c'est important de rappeler que c'est un temps court, mais qu'en même temps, ça demande beaucoup de temps, au sens beaucoup d'heures. Et c'est vrai que parfois en entreprise, quand on dit il faut bloquer une journée, les gens lèvent les yeux en disant mais c'est pas possible vu tout ce qu'on a à faire. Mais on voit bien que pour que chacun trouve à s'exprimer, il faut que chacun ait au moins un peu de temps pour s'exprimer. Donc forcément, on est sur des réunions longues, mais un temps court. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Je crois qu'il faut passer au prochain témoignage.
mais c'est l'expression qui résume ce que Catherine vient de dire, c'est de perdre du temps, entre guillemets, pour gagner du temps à terme. Parce que sinon, le conflit se répète, ressort, réémerge. Et c'est en prenant vraiment le temps d'aller jusqu'au fond des choses qu'on évite de perdre du temps par la suite, dans le calcul de l'entreprise. Tout à fait. Alors, il y a une discussion qui se poursuit dans le chat sur le temps, etc. Et je vois des commentaires simplement pour dire que voilà, chaque médiateur pose un cadre. Une des spécificités du CNAM, c'est notamment de faire des entretiens préparatoires, dont on pourra reparler suite aux prochaines vidéos. Mais voilà, donc c'est le médiateur qui fixe le temps qui lui paraît nécessaire. Il faut passer au témoignage. Mais on va continuer voilà, sur les vidéos et puis on pourra y revenir. Donc, dans cette deuxième séquence de vidéos, donc 3 témoignages. On va commencer par un conflit dans l'habitat, puis un au travail et ensuite un témoignage de médiation de consommation. Donc, vous entendrez d'abord un conflit entre un gardien d'immeuble et une résidente raconté par Hélène Amouriot et Anne Robin, médiatrice pour l'association Cité et Médiation. Ensuite, c'est Didier Zwang qui livrera un double témoignage comme médiateur interne pour tout le personnel d'une grande ville, donc comment ça fonctionne, puis comme médiateur indépendant. Il a choisi de décrire un conflit que l'on pourrait qualifier d'écrit à l'avance. Enfin, Nathalie Cadier vous donnera à voir un autre aspect de la médiation. Elle est déléguée du médiateur pour un grand groupe et elle vous décrira les spécificités du travail de médiateur de la consommation, c'est-à-dire entre les clients et usagers dans une institution. Voilà, Vincent, je te laisse diffuser le film et je continue à noter les questions. Bonjour, Hélène Amouriot-Picard. Bonjour, Anne Robin. Nous avons suivi la formation du CNAM en 2017. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près accompagné une trentaine de médiations plénières dans le champ du voisinage de l'agriculture. Et moi, une cinquantaine, dont la moitié de médiations collectives. Actuellement, nous travaillons pour le compte de l'association Cité Médiation, association basée à Rennes, créée en 2008 par Virginie Tostivin, qui a également suivi la formation du CNAM. Nous avons plusieurs partenariats avec la ville, les bailleurs, les syndics, la Fondation Abbé Pierre, la police nationale, entre autres. Et actuellement, nous avons une vingtaine de médiateurs bénévoles et nous sommes 3 salariés et on intervient toujours en co-médiation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une situation qu'on a accompagnée avec Hélène. On l'a vécue ensemble à partir d'un fait qui semblait complètement mineur au départ et comment ça s'envenime avec menaces, risque d'expulsion. Le contexte, alors, première sollicitation, un syndic nous contacte sur des difficultés dans une résidence étudiante. Les bâtiments sont organisés autour d'un patio plutôt récent. Une jeune femme, locataire étudiante, donc, promène sans laisse son petit chien dans les parties communes. Le gardien, qui habite également sur place avec sa famille, lui a signifié une première fois, sans effet, une deuxième fois, puis une troisième fois. Les rapports sont devenus de plus en plus houleux, les personnes se sont énervées, les choses se sont envenimées. La jeune femme, un autre jour, a laissé ses poubelles sur le palier. Celles-ci ont coulé dans les parties communes, dans l'ascenseur. Ça a taché les sols que le gardien venait de nettoyer. Donc, celui-ci lui a rappelé le règlement une fois encore. Donc, l'étudiante s'est adressée à lui en lui faisant un geste mimant un pistolet sur la tempe. Ce dernier a été outré, choqué par ce geste qu'il a jugé irrespectueux. Il a averti son employeur. L'employeur, donc le syndic, a envoyé un courrier en recommandé à la jeune fille en lui indiquant que s'il y avait une nouvelle constatation d'écart au règlement, celle-ci pourrait être expulsée, son bail ne serait pas renouvelé. Donc nous recevons en entretien individuel la jeune femme et le gardien. Tous les deux acceptent de se rencontrer en premier.
Alors, Hélène, que demande le gardien? Alors, le gardien, c'est simple. Hein. Lui, ce qu'il demande, c'est que la jeune femme arrête de promener son chien sans laisse dans les parties communes. Il lui demande également qu'elle puisse respecter son travail, notamment par rapport au nettoyage, et qu'elle n'ait plus de gestes déplacés à son égard, du style pistolet sur la tempe. Et de son côté, que veut la jeune quant femme? à elle, la jeune femme, elle souhaite que le gardien arrête de s'énerver sur elle et qu'il lui parle de façon plus courtoise. Elle estime que son petit chien est bien mignon, il suscite la sympathie de l'ensemble des locataires de la résidence, il ne fait pas ses besoins dans les parties communes, elle le prend dans les bras et donc elle demande également une clarification par rapport aux recommandés. Va-t-elle être expulsée? Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui a fait bouger les parties? Alors, au cours de la médiation, en fait, chacun a pu s'exprimer sur la perception qu'il avait de l'autre et de l'un et de l'autre. Lui, il a pu dire qu'il avait trouvé cette femme un peu hautaine, qu'elle l'avait prise de haut, qu'elle était une fille à papa, un peu bourgeoise et qu'elle se croyait au-dessus des lois. De son côté, la jeune femme a pu exprimer que par le passé, elle avait été souvent harcelée par des hommes un peu entreprenants et que cette tension avec le gardien avait pu raviver, faire remonter ses souvenirs désagréables. Et que se montrer hautaine, finalement, était une façon pour elle de se protéger et de ne pas montrer qu'elle était une faible femme. Dans cette situation, elle a ressenti vraiment quelque chose de l'ordre de l'acharnement, que le gardien lui tombait dessus à chaque fois qu'elle faisait un faux pas. Nous avons aussi pu réexposer ce geste-là du pistolet sur la tempe. Le gardien avait perçu ça comme une menace de mort, quelque chose de très agressif. Et la jeune fille a pu dire de son côté que c'était tout l'inverse, que ce geste, elle se destinait à elle, et que ça voulait simplement dire qu'elle voulait en finir avec cette histoire de chien, de règlement, qu'elle n'en pouvait plus et que ça la saoulait. Lui a pu dire qu'il avait parfois le sentiment que les résidents de la résidence ne respectaient pas son travail, notamment lorsque les vendredis matins, après les soirées étudiantes, il retrouvait du vomi, des carcasses de bouteilles un petit peu partout dans les parties communes. Elle a pu lui dire qu'elle trouvait qu'il faisait bien son boulot et que la résidence était vraiment bien tenue et qu'en fait, il était quand même normal qu'il la rappelle à l'ordre par rapport à son petit chien. Il a pu reconnaître aussi qu'il avait été un peu brut de décoffrage avec elle dans ses propos. Mais en fait, ce qu'il ne supportait pas, c'était la nonchalance avec laquelle elle s'adressait à lui, surtout lorsqu'il lui demandait de nettoyer les salissures qu'elle causait. Et alors, finalement, à quoi elles sont arrivées les parties, Hélène? Alors, tous les deux se sont engagés à faire un retour au syndic en indiquant que cette rencontre de médiation s'était plutôt bien passée, qu'elle leur avait vraiment permis de trouver des solutions pour continuer à vivre sereinement dans cette résidence. La jeune femme s'est engagée à maintenir son chien en laisse dans les parties communes. Le gardien, quant à lui, s'est engagé à mettre les formes quand il devait s'adresser à la jeune femme. Il lui a même indiqué qu'il était à sa disposition si elle avait besoin d'aide pour des problèmes techniques ou de la logistique. Donc, qu'en avons-nous tiré de cette médiation? Alors, comme souvent, le litige de départ, ce petit chien, était un petit problème non traité qui a cristallisé les projections, les représentations que ce gardien et cette jeune femme avaient l'un sur l'autre. Le non-verbal a été ici capital et le fait de se refocaliser sur cet incident avec le geste du pistolet a permis de lever les mal vus qui avaient laissé place en fait à l'interprétation de part et d'autre. L'inégalité de place du départ, lui était là en tant que salarié et elle en tant qu'occupante, s'est vraiment dissoute lorsque les personnes se sont parlé d'humain à humain. Et réhumaniser cette situation a vraiment permis de débloquer les choses là où l'agence immobilière qui gérait le bien pour la jeune femme, le syndic qui employait le gardien ne communiquaient uniquement que par écrit interposé. Les stéréotypes aussi ont la peau dure, on a pu le voir dans cette situation, notamment ici en termes de classe sociale et de rapport homme-femme. Et la médiation peut quand même, en tout cas ici ça nous l'a montré, aider à amoindrir ces stéréotypes et à sortir de la généralité, en fait en redonnant à chacun sa singularité. Bonjour, je m'appelle Didier Zwang,
je suis médiateur indépendant des conflits au travail. De 2015 à 2020, j'ai été médiateur interne des conflits au travail au sein de la mairie de Paris. Dans l'exercice de cette fonction de médiateur, j'étais totalement indépendant pour la conduite du processus de médiation et j'ai réalisé sur cette période-là environ 80 médiations, aussi bien des médiations collectives que des médiations interindividuelles. Les médiations collectives étaient demandées par les directions qui constataient un conflit au sein d'une de leurs équipes et les médiations interindividuelles étaient demandées par les agents qui souhaitaient entrer en médiation avec un collègue avec lequel ils étaient en conflit ou avec un supérieur hiérarchique direct. Ce que je souhaite, c'est aborder un cas qui me semble significatif, en tout cas, de la démarche de médiation. Elle permet d'illustrer ce qu'est un point de retournement dans le processus de médiation. Il s'agit, une chef d'équipe se sent persécutée par sa hiérarchie, elle se sent discriminée en ce sens qu'elle a l'impression que chaque incident qui survient dans l'exercice de ses fonctions donne lieu à des sanctions, à des demandes de sanctions, des convocations, alors que pour d'autres chefs d'équipe, les mêmes incidents ne donnent pas lieu à de tels développements. Elle considère que ces incidents ou cette dégradation de du climat relationnel avec son environnement hiérarchique, alors qu'elle s'entend très bien avec ses subordonnés, elle se pose des questions sur le pourquoi de ce qu'elle ressent comme étant une discrimination. Là, par exemple, elle dit qu'une erreur dans une tournée qu'elle a réparée par la suite est montée en épingle et donne lieu à une demande de sanction disciplinaire. Elle a le sentiment, en gros, que sa hiérarchie souhaite qu'elle change de poste et qu'elle change de secteur. D'accord. Et elle se pose des questions sur le pourquoi. C'est elle qui te saisit. Et elle demande effectivement l'intervention du médiateur interne des conflits au travail pour engager une médiation avec son supérieur hiérarchique direct, le chef de secteur. Il accepte. Qu'est-ce qui se passe après? Là, dans cette démarche-là, le médiateur, une fois qu'il est saisi par un agent, s'adresse à l'autre partie, prend un rendez-vous avec lui et lui explique d'abord ce qu'est la médiation, et puis lui donne l'occasion d'expliquer son point de vue et la manière dont il considère les choses. Quelque temps après, il y a la première réunion de médiation. Qu'est-ce qui se passe? Et au cours duquel ils sont amenés à s'expliquer sur les incidents les uns après les autres. Et donc ça dure un certain temps et la médiation, la première réunion de médiation se termine sur les échanges autour des différents incidents qui ont émaillé leur relation depuis 2 ans. La deuxième réunion de médiation est fixée à 3 semaines plus tard, en fonction des calendriers des uns et des autres. Lors de la deuxième réunion de médiation, ils font état d'une amélioration déjà de leur relation de travail. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu un entretien d'évaluation annuel qui s'est, selon la personne qui avait demandé la médiation, excellemment bien passé. Alors, ce qui a évolué, c'est que je pense, et c'est ce qui fait l'objet du point de retournement dans la situation, c'est que dans la deuxième réunion de médiation, l'agent de maîtrise explique qu'il a eu une appréciation de la personne qui était largement influencée par la réputation qu'elle avait avant d'arriver dans son secteur. C'est-à-dire qu'elle avait eu dans sa carrière une sorte de volontarisme de jeune femme qui veut s'imposer dans un milieu d'hommes et elle a eu une réputation de rebelle, de ne pas suivre les instructions, d'en faire qu'à sa tête.
Cette réputation l'a précédée dans le secteur où elle a atterri 2 ans auparavant. Et le chef de secteur explique qu'il avait une sorte de grille d'interprétation. Alors, ce qui fait que ça bouge, c'est qu'à partir du moment où ils se sont expliqués sur la réalité des incidents qui ont eu lieu au cours de ces 2 ans de collaboration, le chef de secteur admet qu'il a surinterprété et que ces incidents ont nourri les préjugés qu'il avait sur sa collaboratrice et il en prend acte au cours de la médiation. Et à partir de là, du côté de la personne qui avait demandé la médiation, du côté de la jeune femme, elle prend conscience aussi qu'elle a en face d'elle non pas la hiérarchie, qui était une sorte d'abstraction qui était tournée contre elle, mais qu'elle a une personne avec qui on peut dialoguer, on peut discuter. Et c'est ce qui se dit au cours de cette 2e séance de médiation, c'est qu'ils prennent l'engagement, l'un et l'autre, de discuter en tête-à-tête des problèmes qui peuvent survenir au cours de leur vie professionnelle et de leurs relations professionnelles. Ça se termine comme ça. Et ça se termine avec un accord de médiation écrit qui reste confidentiel entre eux, par lequel la personne, la jeune femme, prend l'engagement d'aller discuter en tête-à-tête avec son chef de secteur pour traiter des problèmes qu'elle peut rencontrer dans le cadre de ses fonctions. Et le chef de secteur prend l'engagement, d'une part, de ne plus être influencé par la réputation et les rumeurs qui courent sur cette personne, sur sa collaboratrice, et d'autre part, prend l'engagement aussi de s'adresser à l'ingénieur responsable du service pour expliquer qu'il ne faut pas juger cette personne en fonction de la réputation qu'elle avait avant d'arriver dans le secteur. Et donc la médiation prend fin sur ces engagements réciproques et depuis, je pense que ça s'est bien passé puisque je n'ai eu aucune nouvelle. D'accord. Merci. Je m'appelle Nathalie Cadier, je suis l'adjointe du médiateur pour le groupe NJ et j'ai été formée à la médiation au CNAM. Alors, je ne vais pas vous raconter une histoire, mais je vais vous partager ce que je fais dans le cadre de la médiation de la consommation entre une grande entreprise fournisseur de gaz, d'électricité et de services associés, qui est NJ, et ses clients. C'est-à-dire que je vous parle d'environ 450 dossiers de médiation par an que nous traitons avec près de 95% d'accords. Nous sommes une équipe de 12 personnes pour traiter de ces litiges entre des clients et des filiales d'NJ en France. Le médiateur est nommé par une commission d'État sous le contrôle de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui garantit l'indépendance du médiateur et de son équipe. Nous créons une réelle proximité avec le client, avec un interlocuteur unique qui le contacte par téléphone et qui s'occupe de son dossier de A à Z. Alors, quelles sont les grandes étapes de notre médiation? Donc, nous vérifions la recevabilité du dossier, c'est la première étape. Il faut que la réclamation ait été formulée au préalable par écrit auprès des services consommateurs et qu'elle n'ait pas reçu de réponse satisfaisante. C'est un préalable. Ensuite, le chargé de médiation va appeler le client et lors de cet échange téléphonique, il va lui expliquer comment la médiation va se dérouler. On va lui parler des valeurs et de l'esprit de la médiation, de l'indépendance, de l'équité, de l'impartialité, du respect, de la liberté. Et surtout, on va l'écouter sur son litige. Il a parfois fait de longues démarches où il ne s'est pas senti entendu. Et là, on va prendre le temps. Le monde de l'énergie est aussi très technique, souvent obscur pour les clients, et nous allons, à cette occasion, repérer les incompréhensions, les attentes et les points à vérifier. Ensuite, le chargé de médiation va solliciter son correspondant dans la filiale concernée
pour obtenir un historique complet du dossier. Et une fois qu'il a tous les éléments, il va analyser de manière très précise et objective les faits. Il va construire une explication argumentée et pédagogique. Il va estimer les dommages et les réparations éventuelles à produire. Tout cela en droit et en équité. Ensuite, il négocie la solution, d'abord avec la filiale, puis il revient vers le client pour lui expliquer et lui proposer la solution, et le client a le choix d'accepter ou de refuser. S'il a des arguments nouveaux, une discussion peut s'installer pour arriver à une solution juste et acceptable pour tous. Et enfin, pour clôturer la médiation, la proposition de solution acceptée est signée par le médiateur. Elle est adressée au client et à la filiale pour mise en œuvre. Et il faut savoir que dans près de 95%, les solutions ont été acceptées en 2019. Donc c'est un très fort pourcentage. À la clôture de la médiation, une enquête de satisfaction est menée par un organisme externe et 90% des requérants sont satisfaits de l'action de la médiation. Alors, un dernier point, il y a une autre mission importante qui est dévolue au médiateur de la consommation, c'est celle d'émettre des recommandations d'amélioration à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au vu des litiges qui sont rencontrés, pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Ces recommandations, elles sont discutées avec l'entité concernée et elles sont ensuite publiées dans le rapport annuel et sur le site internet du médiateur. Elles sont donc publiques. Alors, pour illustrer mes propos, je vous propose deux exemples de cas de médiation. Le premier, c'est celui du versement de la prime économie d'énergie. L'État a mis en place des dispositifs incitatifs pour le remplacement des chaudières fioul ou gaz peu économes vers des chaudières gaz plus performantes. Pour en bénéficier, les clients doivent avoir envoyé leur dossier à leur fournisseur d'énergie avant d'effectuer les travaux. Et c'est le fournisseur ensuite qui traite leur dossier et leur verse la prime. Et il arrive, par exemple, que des clients fassent les travaux avant de constituer le dossier auprès du fournisseur, qui ne peut alors l'accepter. Donc, on a des cas comme ça. On a aussi des clients qui pensent avoir tout bien fait. Ils ont envoyé leur dossier dans les temps, mais ils n'ont pas respecté une clause. Par exemple, le niveau minimum de performance du régulateur n'est pas atteint et c'est une raison suffisante dans la réglementation pour que le dossier soit refusé. Donc, il faut ensuite prendre tout le temps nécessaire pour bien analyser ces dossiers et faire comprendre ensuite aux clients que le fournisseur ne pouvait pas déroger à la loi et ne pouvait pas accepter son dossier. Alors, on a aussi des cas où il y a eu un retard dans la gestion du dossier pour le versement de la prime. Et là, la médiation amène à débloquer la situation et à accélérer le versement. Donc, ça marche dans les deux sens. Je vous donne un deuxième exemple, peut-être encore plus compliqué, celui d'une inversion de compteur ou de point de livraison de l'énergie. Vous pouvez avoir des coupures fortuites de fourniture d'énergie ou une anomalie de la facturation, par exemple un montant plus élevé que d'habitude, une absence de facture. Et tout ça peut révéler une situation complexe d'inversion de compteur, par exemple, qui a pu s'installer sur des années. Il faut alors analyser les consommations, les factures, les correspondances entre plusieurs consommations sur plusieurs compteurs, avec plusieurs interlocuteurs, afin de pouvoir évaluer les dommages, faire appliquer la loi et ensuite simplifier tout cela pour que le client puisse le comprendre et s'assurer de la remise en ordre des références et du matériel. Donc, vous voyez qu'on a des situations qui sont assez complexes et pourtant, comme je vous le disais, on a 95% de situations qui sont débloquées et qui sont acceptées. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que mon travail et celui de l'équipe de la médiation, compte tenu du nombre de dossiers volumineux et de leurs caractéristiques, nécessite de mobiliser de nombreuses compétences et particulièrement techniques et réglementaires. Et de plus, il fait appel à des qualités d'analyse, d'ouverture, d'écoute bienveillante et d'adaptation au langage des uns et des autres, comme dans toute médiation. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Je vous remercie pour votre attention et je serai heureuse de répondre à vos questions.
Merci à Hélène et Anne d'abord, et puis à Didier et Nathalie pour leur témoignage. On a beaucoup de questions et de commentaires dans le fil, donc je relais la plupart des questions, sachant, merci beaucoup, notamment Nathalie Cadier qui répond à des points très précis sur la médiation, le travail qu'elle évoquait. Alors, Jacques, Catherine, dans les questions que nous avons là ce soir, donc une première qui rejoint beaucoup d'autres, savoir est-ce que vous avez des retours pour savoir si les solutions trouvées par les parties grâce à la médiation tiennent ensuite dans le temps long, donc la durabilité de l'accord, et que faire quand un nouveau problème émerge entre les mêmes acteurs ou d'autres collègues. La question du suivi aussi, l'intervention de médiateur plusieurs semaines après la médiation. Une question sur les enfants. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à la médiation pour des enfants qui se disputeraient entre eux? En commentaire de la vidéo du témoignage de Cité et Médiation, plusieurs commentaires sur les animaux de compagnie comme vecteurs de médiation. Ensuite, question très pertinente qui a suscité beaucoup de réactions sur comment intervenez-vous en cas de refus d'une des parties de répondre favorablement à la demande de médiation. Et dans la même veine, est-ce qu'il vous arrive de refuser des médiations? Donc, voilà, pour le médiateur. Jacques, il est important qu'on aille jusqu'au bout des deux derniers témoignages. Donc, on peut réagir. Catherine? Oui, alors moi, peut-être rappeler que sur la question de la durabilité de l'accord, je pense que c'est justement l'intérêt de la médiation, de pouvoir creuser suffisamment les choses et de prendre le temps suffisamment pour assurer qu'il y a quelque chose qui se fait de manière solide entre les personnes. Et je pense que c'est parce qu'on prend le temps en médiation d'aller creuser qu'on n'est pas garanti, mais qu'on facilite sans doute la durabilité de l'accord, ou en tout cas au moins qu'on crée les conditions qui font que s'il y a un nouvel événement, un nouvel incident, les personnes arriveront mieux à s'en parler et à éventuellement le gérer seules. Peut-être un point sur le suivi, parce qu'il y avait eu une conférence de médiation plurielle, une conversation et controverse sur ce sujet du suivi, à savoir en gros est-ce que le suivi c'était le problème du médiateur qui avait envie de savoir ce qui se passait, ou est-ce que c'était le problème des personnes. Il me semble que ce qui est important, c'est que la question du suivi soit abordée par le médiateur en fin de médiation pour que les personnes puissent voir si elles ont envie d'un suivi et dans quel cadre, et que la question ne soit pas passée sous silence. Le dernier point sur refuser une médiation, moi, ça m'est arrivé de refuser une médiation lorsque, à l'issue des entretiens préparatoires, c'était une médiation en entreprise, j'ai constaté qu'en fait, le problème était avant tout un problème d'organisation, que les personnes avaient en fait une fiche de poste qui n'était pas du tout claire et qu'il y avait un problème d'arbitrage en fait, qui n'avait pas été fait par le management. Et que donc, forcément, les personnes ne pouvaient pas s'entendre parce que, je dirais, leur management n'avait pas fait le boulot. Et dans ce cas-là, il m'a semblé que la médiation n'était pas une bonne réponse et qu'il fallait d'abord que les personnes remontent à leur management pour que cette question soit clarifiée, mais le fait d'avoir engagé finalement ces entretiens a poussé le management à arbitrer, ce qu'il n'avait pas réussi à faire pendant un certain temps, et donc finalement il n'y a pas eu besoin de médiation. Et donc c'était important à ce moment-là, je pense, de ne pas faire de médiation, parce que le sujet n'était pas interpersonnel, il était organisationnel. Merci Catherine. Ou effectivement, parfois, ce n'est pas de l'ordre de la médiation, mais d'une décision de l'organisation qui améliore après le travail et les relations. Brièvement, moi, je prends deux mots-clés sur ce que j'ai lu dans les questions. Une sur les résultats. Qui dit ces résultats dont vous parlez? Je crois qu'on peut répondre. C'est les résultats qui ont été constatés par les médiateurs. Certains, dans ceux qui viennent de témoigner, vous l'avez vu,
ont des contacts après avec l'entreprise. Et nous avions un exemple où la directrice RH dit quelques mois plus tard, il n'y a plus eu de problème dans ce service. Donc, ce suivi me paraît important et que ces résultats ne soient pas ceux de la fantaisie du médiateur qui veut que ça se passe bien, mais soient vraiment ancrés sur le terrain. Et la personne qui a fait la remarque a raison, parce que parfois les gens peuvent signer un accord et ne pas le respecter. Il faut que nous connaissions les limites de ce travail. Mais à ce moment-là, on voit pourquoi et on travaille la question à nouveau. L'autre mot-clé, c'est le refus de médiation. Si une partie refuse, que faites-vous? Et j'ai lu dans le commentaire d'une médiatrice, désolé parce que toutes les réponses qui ont été apportées par les médiateurs précédents, on ne pourra pas les donner. Mais elle dit, quand une partie refuse la médiation, eh bien, je lui dis, qu'est-ce qui fait que vous refusez? Qu'est-ce qui va se passer si vous n'allez pas en médiation? L'idée, c'est de faire réfléchir les gens sur leurs responsabilités et sur ce qui pourrait se passer. Si vraiment ils disent « moi je préfère un autre chemin », il n'y a pas de problème. Mais parfois on dit non sans avoir réfléchi aux conséquences. Le travail du médiateur, c'est aussi de faire réfléchir sur quelles conséquences, qu'est-ce qui va se passer et que peut faire chacun de sa place pour que ça se passe heureusement. Je propose qu'on passe au dernier témoignage. Il restera un peu de temps peut-être pour d'autres questions. Oui, pour qu'on termine à l'heure, puisque c'est le cadre. Comme en médiation, on tient les horaires prévus. Donc, la dernière séquence se compose de 2 vidéos. Vous entendrez d'abord Maïté Cordel, qui est médiatrice et gestalt thérapeute. Il vous fait le récit d'une médiation de grande ampleur dans un établissement médico-social. Et pour conclure, la parole sera à Isabelle Serre, formatrice et journaliste justice, qui participe au développement de la médiation à l'île de la Réunion. Dans son récit, vous découvrirez les dessous d'une médiation entre une dame et un centre de pompes funèbres, savoir qui est dans le caveau familial. Voilà, Vincent. Bonjour, je suis Maïté Cordel. Je suis formée au CNAM à Paris depuis 2011 et depuis j'ai fait plus d'une 50aine de médiations dans différents domaines et un grand nombre ont été faites dans le domaine du travail, dans des médiations collectives. Là, la médiation dont je vais vous parler, c'est une médiation que j'ai faite en binôme avec un collègue qui s'appelle Alain Charvet. C'est une médiation qui a eu lieu dans un établissement médico-social, dans un EHPAD, dans un établissement qui comptait à peu près une centaine de salariés. La situation de départ, ce sont les représentants du personnel et la direction qui, ensemble, nous ont contactés suite à une suggestion de l'inspecteur du travail. Concrètement, ce dont nous ont fait part la direction et les représentants du personnel, qu'on a pu rencontrer chacun séparément, c'est des difficultés relationnelles importantes qui créent des vrais problèmes dans l'accueil des résidents, plus de confiance entre les salariés, plus de confiance entre les salariés et la direction, et plus de confiance non plus entre les salariés et les représentants du personnel. Alors, comment est-ce qu'on a procédé dans un tel cadre ? C'est compliqué de faire une médiation, on va dire, comme on peut les faire dans un groupe plus restreint, où on peut réunir vraiment toutes les parties prenantes. Là, c'est pas envisageable dans un format de médiation de réunir 100 personnes, en tout cas, pas de but en blanc. Donc, au niveau du dispositif d'appui aux relations sociales, dans des situations comme ça, on va proposer en général des groupes de travail qui vont être représentatifs des différents points de vue et des différents postes de l'organisation et qui vont pouvoir produire un diagnostic de la situation. Donc ces groupes de travail sont des groupes de médiation. Le premier point de bascule a failli être un point de bascule qui a failli être un point de non-retour, un point d'arrêt de la médiation, où entre la première et la deuxième réunion des groupes de travail, la clause de confidentialité a été rompue
des choses personnelles qui ont été discutées dans ces groupes, qui ont été diffusées à l'extérieur, et ça a créé une énorme insécurité, une incompréhension, et ça a augmenté les tensions qui étaient déjà très très fortes entre les différents salariés. On a bien sûr recadré sur les règles, les gens se sont réengagés, et grâce au soutien vraiment et à la compréhension de la directrice qui a été très accompagnante des salariés dans la démarche, on a pu poursuivre la démarche. Le deuxième point de bascule, qui me semble avoir été vraiment le principal point de bascule dans cette médiation, c'est pendant les temps de médiation entre la direction et les représentants du personnel, quand ils ont pris connaissance ensemble des diagnostics. Dans les diagnostics des salariés, il y avait beaucoup de choses, mais entre autres, il y avait très clairement des reproches faits aux délégués du personnel quant à la manière dont elles prenaient en charge leur rôle. Et bien évidemment, lisant ça en face de la direction, la première réaction de ces délégués du personnel a été de se défendre, de nier et de se justifier. Voilà, c'était parti du coup d'une manière compliquée. Et à un moment donné, une des déléguées du personnel, celle qui semblait prendre vraiment le dessus par rapport aux autres, qui avait en plus une stature assez forte, une manière de parler forte, voilà, elle était parfois même assez intimidante quand elle prenait la parole. Et à un moment donné, il y a eu un échange entre elle et la directrice. La déléguée du personnel a dit d'une manière très forte et très provocatrice, avec beaucoup de colère, elle a dit « Mais de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? Vous n'y connaissez rien, vous, à notre travail. Vous n'êtes pas avec nous toute la journée dans les chambres. » Donc elle a dit ça à la directrice. La directrice a répondu « Vous savez, madame, je sais que vous êtes une très bonne professionnelle. » La déléguée l'a regardée d'un air interrogatif et la directrice a poursuivi et elle a dit « Par exemple, j'ai bien vu la semaine dernière, au moment où madame X est décédée, j'ai vu que vous êtes retournée dans sa chambre après vos horaires de travail pour pouvoir faire sa toilette. » À ce moment-là, il y a eu un grand silence et la déléguée du personnel avait presque les larmes aux yeux. Cette grande dame forte qui parlait fort, d'un coup, vraiment n'a plus rien dit, son visage a changé et elle n'a rien dit. Mais simplement après, les discussions ont repris d'une manière totalement différente. Voilà, et puis le dernier moment où il y a eu vraiment un point de bascule selon moi, c'est au moment où la direction, les représentants du personnel et les salariés se sont tous réunis pour que la direction puisse présenter le plan de travail qui avait été produit grâce à la démarche. Tous les salariés étaient présents, ont écouté, et à un moment donné, une femme toute frêle qui semblait pas du tout être du genre à prendre la parole, elle s'est levée, elle s'est mise debout devant tout le monde, et elle a dit « Moi, vous savez, il y a quelques mois, j'ai dit à la directrice, je ne veux plus travailler là. Je veux que vous me mettiez ailleurs. » Et là, aujourd'hui, quand je vois le travail fait, quand je vois ce qu'on a réussi à se dire, eh ben, je reprends espoir et je me dis qu'on pourra peut-être faire des belles choses ensemble. Et là aussi, c'était vraiment une belle preuve de quelque chose qui avait changé au sein de l'établissement, que cette personne puisse dire ça. Alors qu'au moment de notre arrivée, il y avait des clans, il y avait des menaces, il y avait des différentes formes de violence verbale et parfois à la limite de violence physique entre les personnes. Voilà, du coup, cette médiation pour moi est vraiment un bel exemple de réussite de ce qui peut se passer quand on remet l'humain au centre. Il y a vraiment une puissance et un potentiel de la médiation, même dans des situations où il y a beaucoup de violence et où les choses sont enquistées depuis très longtemps. Il y a aussi à rester très humble sur ce que peut la médiation. Très clairement, là, dans cet exemple que je vous donne, le cadre de la médiation a permis beaucoup, mais ce qui a permis beaucoup, c'est la capacité de bouger de chacun des acteurs du système. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre écoute. Je suis Isabelle Serre, je suis médiateur conventionnel et judiciaire. J'interviens le plus souvent en entreprise, dans les conflits du travail et à la marge dans le domaine familial.
J'ai suivi la formation du CNAM en 2012, à la suite de laquelle j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Bout à Bout en Lorraine et que je suis en train d'exporter à l'île de la Réunion. J'ai fait également partie du CIMAE, c'est le Centre de médiation indépendant d'arbitrage et d'expertise. J'ai mené environ une quarantaine de médiations, la plupart des médiations collectives dans le domaine du travail, mais aussi des médiations judiciaires depuis le début de mon activité. J'anime également des formations à la médiation. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une rencontre en médiation qui m'a particulièrement marquée, tant par le sujet abordé que par les enseignements que j'en ai tirés. Alors, les acteurs de cette médiation. Oui. D'un côté, il y a une dame, une particulière qui a une 60aine d'années, et de l'autre côté, il y a le gérant d'une entreprise de pompes funèbres. Il y a quelque temps, avant la médiation, la dame a enterré son père. Dans le caveau familial, il n'y avait plus de place, raison pour laquelle l'entreprise de pompes funèbres avait suggéré une mise en reliquaire des défunts les plus anciens, c'est-à-dire le grand-père et la grand-mère. À l'issue des obsèques, donc de son père, la dame reçoit la facture donc, qui correspond à la mise en reliquaire et aux obsèques. En haut de la facture, il y a une mention manuscrite qui indique que, désolé, finalement, ce ne sont pas le grand-père et la grand-mère qui ont été mis en reliquaire, mais le père. Pour la dame, c'est une catastrophe. Elle veut aller en justice car elle considère que l'entreprise a fait une faute impardonnable. Et en premier lieu, c'est une conciliation qui est organisée dans la commune dans laquelle le papa a été enterré. Le conciliateur est un peu effrayé par les situations et il ne met pas les personnes en présence. Il met la dame dans une salle et il met le gérant de l'entreprise des pompes funèbres dans une autre et il va de l'un à l'autre. En fait, cette conciliation aggrave la situation car la dame est persuadée qu'on lui a caché quelque chose. Donc, elle sort de la conciliation et elle saisit la justice. Le juge estime qu'il y a peut-être une chance que ces deux personnes se mettent d'accord dans le cadre d'une médiation et l'ordonne. Les deux parties sont en position radicale et on se demande bien comment on va pouvoir faire en sorte qu'elles se mettent d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait bouger la situation ? Nous décidons, une comédiatrice et moi-même, de ne pas faire d'entretien préalable, mais simplement de prendre un temps pour discuter des aspects administratifs de la médiation et pour vérifier que les conditions sont réunies. Finalement, nous abordons ainsi la séance avec un regard totalement neuf. Nous savons qu'il s'agit d'obsèques, mais nous n'en savons pas plus. Donc, on essaye d'emblée de savoir qu'est-ce qu'il en est la mise en reliquaire, car ni elle ni moi ne savons ce qu'il en est. On passe une étape assez technique en début de médiation où le gérant de l'entreprise de pompes funèbres nous explique en détail vraiment par le menu qu'est-ce qu'est une mise en reliquaire et comment on y procède. Alors la mise en reliquaire, c'est la réduction des corps et donc il y a un fossoyeur qui descend dans le caveau et qui va réduire certains corps pour faire de la place au suivant. De l'autre côté, on a une dame qui a de multiples interprétations de ce qui a pu se passer. Et elle est profondément affectée. Elle va pleurer quasiment pendant toute la durée de la médiation qui va durer 6 heures. On l'invite à développer ce qui est si douloureux pour elle. Elle explique que quand son père a été enterré, c'est elle qui l'a préparé avant la mise en bière et dans la veste qu'il portait, elle a glissé une lettre dans une des poches et des bijoux dans l'autre poche. Elle voudrait savoir ce qu'il en est de cette lettre et ce qu'il en est de ces bijoux. Où est-ce qu'ils sont passés donc à partir du moment où il y a eu la réduction du corps. Et d'ailleurs, est-ce que le corps, il est bien dans le caveau? Nous décidons à ce moment-là de séparer les deux personnes et puis de faire la navette entre l'un et l'autre. Ce qui fait bouger la situation, c'est lorsque, après de nombreuses discussions, la dame reconnaît qu'en fait, ce qu'elle attend, c'est de pouvoir entrer dans le caveau pour vérifier que son père est bien là. Elle réalise petit à petit que c'est matériellement impossible. Alors, sur quoi ils se sont mis d'accord? Nous avons travaillé longtemps avec la dame pour savoir ce qui pouvait pour elle faire réparation. Elle a admis qu'il était temps qu'elle mette fin à tous ses doutes et à sa relation avec son père, car ces événements avaient remué de nombreux souvenirs familiaux. Elle a exprimé qu'elle voulait en finir et qu'un procès ne résoudrait rien, et que le temps du deuil de son papa était venu. Nous avons ensuite discuté de concret et d'abord d'argent.
Mais il s'est avéré, malgré les sommes faramineuses qui avaient été évoquées au départ, que ce n'était pas ce qui était important pour elle. Ce dont elle avait besoin, c'était de célébrer. Nous avons donc discuté, nous avons réuni les deux parties et nous avons réfléchi à comment célébrer. Il a été décidé de la fabrication d'une stèle avec une inscription et une nouvelle cérémonie, le tout à la charge de l'entreprise de pompes funèbres. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette médiation? Cette médiation, elle m'a appris à accueillir ce qui est là et à rester dans le rythme des uns et des autres. La dame était profondément affectée alors que le gérant de l'entreprise de pompes funèbres était dénué d'affect. Donc, j'ai appris à ce que les uns et les autres puissent cheminer ensemble sans forcer, sans interpréter et sans suggérer. Cette médiation, elle m'a prouvé la puissance des entretiens séparés. Elle m'a aussi permis de me rendre compte que finalement, il n'y a pas besoin d'en savoir trop à l'avance, ce qui permet d'arriver sans aucun a priori et en mode feuille blanche. C'était particulièrement marquant dans cette situation délicate où il s'est agi de la mort, de la peine, de l'accompagnement dans le tombeau et de la mise en reliquaire expliquée dans le détail. Enfin, cette médiation nous a permis d'explorer la notion de séparation. Merci Maïté et merci Isabelle. Donc 2 récits où les émotions ont toute leur place, et c'est d'ailleurs donc dans le chat plusieurs remarques et questions sur les émotions des médias et les émotions chez le médiateur. Si vous voulez réagir, Jacques et Catherine, là-dessus. Je vous répercute 3 autres questions. Savoir si vous accordez de l'importance à l'historique de la relation en médiation. Une médiation efficace ou réussie, est-ce que c'est aboutir à un accord ou à une reconnaissance mutuelle? Et plutôt des questions techniques là, puisque effectivement il y a beaucoup de commentaires dans le chat, savoir si c'est possible de garder trace de tous les commentaires qui ont été faits dans le chat. Donc question pour Vincent à côté de Jacques. Voilà, il nous reste quelques minutes. Je vous laisse la parole. Merci. Accord ou reconnaissance mutuelle? Oui, pour moi, la reconnaissance mutuelle où chacun dit à l'autre « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je comprends que pour vous, ça s'est passé comme ça » est extrêmement importante. Mais j'aime bien que suite à cela, on voit si les parties peuvent se mettre d'accord, parce que sinon le problème demeure. Il faut aussi vérifier si sur le contenu, on arrive à imaginer des solutions. L'historique, ben oui, bien sûr, on en tient compte, et bien des médiateurs vont dire dans un conflit du travail ou en médiation familiale, est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez commencé à travailler ici, où vous vous êtes rencontrés, et on va remonter l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. Je m'arrête là pour le moment parce que je crains pour la gestion du temps, mais je crois, Vincent, qui est à côté de moi, que tout ce qui a été dit ou fait, pour ceux qui l'ont demandé, pourrait être disponible sur YouTube et que l'association Médiation Plurielle va vous écrire pour vous dire où on peut retrouver sur YouTube ceci. En fait, il y aura une rediffusion. Alors, il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'à la fin de ce webinaire, la partie que vous aviez en visuel à côté du chat, tout ça sera disponible sur YouTube et sur notre site médiationplurielle.org. Et en ce qui concerne les questions et les réponses, vous pouvez les voir en direct lors d'une rediffusion du webinaire qu'on fera avec de nouveau peut-être éventuellement des possibilités de réintervenir. Il y a une date et une heure où ce n'est pas prévu? Pour le moment, la rediffusion du webinaire avec les questions n'est pas prévue. Et de toute façon, toutes les questions que vous avez posées sont bien enregistrées dans le site de médiationplurielle.com. Elles pourront être, si jamais vous le voulez, elles pourront être en libre accès à côté, effectivement, du webinaire. Merci pour toutes les réponses qu'il y a eu
des différents intervenants qui ont répondu à beaucoup de questions. Et je pense, Natacha, que nous allons essayer de faire effectivement un compte-rendu de tout ce qui a été écrit. Catherine. Catherine, oui. Et il nous reste 5 minutes. Tu n'as pas le son, Catherine. C'est très agréable et très réconfortant en tant que responsable de formation ou d'intervenant au CNAM de voir toutes ces expériences de médiation et notamment le nombre de médiations qu'un certain nombre de médiateurs interrogés ont faites depuis leur sortie de formation, et puis de voir la grande diversité à la fois des types de médiation et des types de secteurs. Et donc, je trouve ça très, indépendamment de toutes les questions de méthode qui ont été posées, je trouve que c'est une très bonne manière de pouvoir toucher du doigt tous les secteurs dans lesquels la médiation peut intervenir et à quoi prépare une formation effectivement de médiateur généraliste, mais qui ensuite peut s'appliquer dans plein de domaines, y compris dans les pompes funèbres. Donc, tout est possible. Voilà. Merci Catherine, merci Jacques, merci à tous et merci notamment aux intervenants qui ont témoigné de leur médiation. Comme disaient Jacques et Vincent, la vidéo de ce webinaire sera rediffusée sur YouTube dès ce soir. On vous enverra le lien par message juste après la fin de ce webinaire, ainsi qu'un questionnaire très rapide sur vos feedbacks sur le webinaire. 3 questions. Si vous pouvez prendre quelques minutes, on vous serait très reconnaissant. N'hésitez pas à diffuser le webinaire sur YouTube à votre entourage. Et pour plus d'informations, je vous ai écrit dans le chat l'adresse de Médiation Plurielle, donc cnamancien@gmail.com. Il y a le site de Médiation Plurielle et si vous souhaitez approfondir, effectivement, un numéro de téléphone 06 10 27 77 45. Isabelle concluait sur la séparation. Donc, il est temps pour nous de se séparer. Il est 19h29. Merci d'avoir participé aussi nombreux. Nous étions, je ne sais pas vous dire le chiffre, mais plus de 400 inscrits. Donc, et au vu des commentaires, très nombreux ce soir. On était 250 sur YouTube. 250 sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Vincent, on est super. Ok. 200.